Le bar était presque vide lorsque Silas Monroe, un père célibataire, s'assit tranquillement devant son verre de whisky à moitié entamé. À côté de lui, une femme puissante l'observait en silence depuis 10 minutes. Vivian Caldwell se pencha plus près, son parfum coûteux flottant dans l'air, puis murmura près de son oreille, « Reste avec moi ce soir. » Ce n'était pas une invitation anodine. C'était le moment qui allait renverser leurs identités, leur passé et leur destinée. Dehors, la ville revêtait son froid hivernal comme une armure, la pluie striant les vitres avec une insistance lancinante. Ce bar où Silas était assis n'était pas de ceux que l'on trouve dans les guides touristiques. C'était un établissement de quartier, aux lumières tamisées, aux prises honnêtes, et aux barman qui savaient quand laisser un homme tranquille. Silas venait ici 3 fois par mois, toujours quand Ivy dormait et qu'il avait besoin d'éteindre son esprit pendant quelques instants. Pas pour s'enivrer, il ne commandait jamais plus de 2 verres, mais pour exister dans un espace où personne n'avait besoin de lui, où le poids d'être tout pour une fillette de 7 ans pouvait reposer ailleurs, ne serait-ce que temporairement. À 36 ans, Silas Monroe paraissait usé par les circonstances plutôt que par l'âge. Ses mains étaient calleuses, marquées par les travaux d'électricien, ses épaules larges à force de porter du matériel et une enfant qui croyait que son père pouvait réparer n'importe quoi. Il parlait peu et portait un respect de soi qui le poussait à refuser les faveurs, même dans le désespoir le plus profond. Et la journée, il exerçait comme électricien indépendant, réparant les circuits défaillants des vieux immeubles du quartier. La nuit, il assurait des gardes de sécurité, jonglant avec les horaires autour des heures d'école d'Ivy comme avec un puzzle insoluble. Son téléphone reposait face visible sur le comptoir, son volume coupé, mais son écran allumé. Il vivait dans une vigilance constante, prêt à ce que l'école appelle à tout moment. Dans son portefeuille, Silas conservait une photo d'Ivy prise pour son 6e anniversaire et un billet plié écrit par sa femme avant l'accident. Les mots y étaient gravés plus profondément que l'encre sur le papier, un rappel poignant de ce qui avait été perdu. Ivy Monroe était petite pour ses 7 ans, avec des yeux sombres qui remarquaient tout, absorbant les moindres détails comme une éponge. Elle était intelligente et sensible d'une manière qui la rendait capable de capter les choses qu'il essayait de lui cacher. Elle savait qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Elle savait que les autres enfants partaient en vacances et organisaient de grandes fêtes d'anniversaire. Elle savait que son père travaillait 2 emplois pour joindre les 2 bouts. Ce qui brisait Silas, c'était la question qu'elle avait commencé à poser récemment, « Papa, est-ce que ça va ?» Elle levait vers lui des yeux inquiets, et il forçait un sourire en mentant. Mais les enfants sentent ces choses-là. À l'école, Ivy s'était renfermée. Elle ne demandait plus à participer aux activités extrascolaires parce qu'elle comprenait qu'elles coûtaient cher. Une enfant ne devrait pas avoir à raisonner ainsi, se disait Silas, le cœur serré. Et la femme de Silas était morte 3 ans plus tôt dans ce que tout le monde appelait un accident, un incendie électrique sur son lieu de travail, une panne survenue pendant une tempête violente. Le rapport officiel évoquait une erreur humaine. L'entreprise avait proposé un règlement financier. Silas avait voulu se battre, engager un avocat, exiger des réponses claires et une justice. Mais les avocats coûtent cher, et les grandes compagnies ont les moyens de traîner les affaires des années durant. Il avait donc renoncé, enterré sa femme et appris à vivre avec une colère qui n'avait nulle part où s'exprimer. Ce qu'il ignorait, c'était que les systèmes électriques défaillants impliqués provenaient d'une corporation dont il allait bientôt entendre reparler, un lien invisible tissé dans les ombres du passé. Silas ne faisait pas confiance aux gens riches. Pas par envie, mais par expérience. Pour lui, ceux qui avaient de l'argent regardaient les autres comme des cas de charité ou des obstacles à écarter. Il détestait être pris en pitié presque autant qu'être utilisé. À travers de petites humiliations et de grandes déceptions, il avait appris que quand quelqu'un de puissant offrait de l'aide, il y avait toujours un prix caché, révélé trop tard, quand on était déjà endetté jusqu'au cou. Son verre était encore à moitié plein lorsqu'il la remarqua. Une femme entra dans le bar d'un pas assuré, du genre qui disait qu'elle n'avait rien à faire ici mais ne s'en excusait pas pour autant. Elle portait un manteau sombre qui valait sans doute plus que le loyer mensuel de Silas, et ses cheveux étaient tirés en arrière dans un chignon impeccable, professionnel même à 11 heures du soir. Mais ce furent ses yeux qui retinrent son attention, il balayait la salle non pas avec curiosité, mais avec un calcul froid, comme quelqu'un vérifiant les issues dans un bâtiment hostile. Dehors, à peine visible à travers la vitre ruisselante de pluie, un homme avec un téléphone se tenait près de l'entrée, l'orientant vers la porte avec une discrétion feinte. Vivian Caldwell était PDG de Caldwell Strategic Group depuis 2 ans. À 34 ans, elle était plus jeune que la plupart des membres du conseil d'administration, plus affûtée que tous, et haïe par ceux qui l'avaient vue comme une potiche manipulable. Elle n'avait pas bien dormi depuis des mois.
L'empire bâti par son grand-père était devenu un champ de bataille, et elle menait des guerres sur plusieurs fronts, entourée d'alliés douteux. Le conflit central portait un nom, Clintonais, un cadre supérieur qui avait clairement fait savoir qu'il la considérait comme une passagère temporaire. Et poussait pour une fusion qui ferait bondir le cours de l'action à court terme, mais qui démantèlerait la division technologique de l'entreprise et supprimerait des centaines d'emplois. Le conseil adorait l'idée. Vivian s'y opposait parce qu'elle avait lu le contrat en détail, décryptant les clauses cachées qui mineraient l'avenir de la société. Mais s'opposer avait un prix, et avait des alliés qui montaient un dossier pour la destituer. Si elle signait la fusion, elle trahirait les valeurs de l'entreprise. Si elle refusait, il la voterait dehors. Son père, Bernard Caldwell, avait été clair, tu es têtu. Ce n'est pas une question de principe, c'est de survie. Mais Vivian n'avait pas pris la tête de l'entreprise pour survivre. Elle l'avait fait pour diriger, pour tracer un chemin audacieux. Le problème, c'était que diriger sans soutien ressemblait à de la rébellion pure. Elle avait repéré la surveillance 3 jours plus tôt, une voiture dans son rétroviseur, un homme avec un appareil photo sous son immeuble. Son assistante, Hélène Brox, lui avait montré des clichés circulant parmi les membres du conseil. Et fabriquait un scandale. Il n'en avait pas encore un solide, mais il plaçait les pions. Il lui fallait juste la bonne photo, et la crédibilité de Vivian s'évaporerait comme brume au soleil. Ce soir-là, en remarquant la voiture qui la filait, elle prit une décision radicale. Elle renvoya son chauffeur, changea d'itinéraire et marcha jusqu'à ce bar de quartier où personne ne la connaissait. Elle avait besoin de disparaître 1 heure, de respirer sans regard pesant. Puis elle le vit. Un homme assis seul, le visage marqué par des épreuves qu'il ne racontait pas. Il ne la dévisagea pas comme la plupart des hommes. Il leva les yeux, la nota, et replongea dans ses pensées. Vivian l'observa 10 minutes. La façon dont il jetait un œil à son téléphone sans le toucher, dont ses épaules portaient une tension palpable mais ses mains restaient détendues. Elle se sentit plus en sécurité près de cet inconnu qu'elle ne l'avait été nulle part depuis des semaines. Puis elle vit l'homme dehors orienter son téléphone vers la vitre. Le piège l'avait suivi à l'intérieur. Vivian s'assit à un tabouret d'écart de Silas. Elle commanda un verre qu'elle ne finirait pas. Il ne réagit pas. Après un instant, elle murmura, « Ça vous dérange si je m'assois ici ?» Silas la regarda et hocha la tête une fois. Pas de question, pas de bavardage futile. Ce fut dans ce silence que Vivian prit sa décision. Elle ne pouvait pas rentrer chez elle avec un guetteur prêt à la photographier. Elle ne pouvait pas appeler la sécurité où la moitié d'entre eux rapportaient probablement à elle. Elle avait besoin d'un témoin sans lien avec son monde, sans raison de mentir pour ou contre elle. Et à côté d'elle se tenait un homme qui semblait ne se soucier de rien d'autre que de survivre à la journée. Mais il y avait un autre écueil. Si Vivian partait seule, l'histoire ferait d'elle une buveuse vulnérable, instable. Si elle partait avec quelqu'un, ce serait pire. À moins qu'elle ne contrôle le récit dès le départ. Silas avait repéré l'homme près de la porte 10 minutes plus tôt. Mauvaise posture, mauvais regard. Quand Vivian entra, le téléphone se leva. Silas connaissait la surveillance quand il la voyait au fruit de ses nuits en sécurité. Il n'avait pas prévu de s'impliquer, mais il vit la main de Vivian trembler, et reconnut quelqu'un qui luttait pour ne pas s'effondrer en public. Il se leva, feignit un appel et se positionna pour bloquer l'angle de la caméra. C'était instinctif, comme vérifier les serrures 2 fois ou accompagner Ivy à l'école. Quand il se rassit, Vivian le regardait. Puis elle se pencha et murmura 4 mots absurdes, « Reste avec moi ce soir ». Silas tourna la tête, croisa son regard et il eut quelque chose qui le fit hésiter. De la peur. Une peur vraie, pas théâtrale. Celle d'un animal acculé. Il aurait dû refuser. Finir son verre, lui souhaiter bonne chance et rentrer vérifier Ivy. Mais il s'entendit demander, « Dans quel genre d'ennui es-tu » Le rire de Vivian fut discret, amer. Le genre où si je pars seul, je suis coupable de quelque chose que je n'ai pas fait. Et si je pars avec toi, coupable d'autre chose. Mais au moins avec toi, il y a un témoin qui connaît la vérité. Silas l'étudia. Elle n'était pas ivre. Pas en train de jouer. Elle demandait de l'aide comme seule une femme fière pouvait le faire, en le présentant comme une transaction. « Je ne te connais pas, dit-il prudemment. Je sais. C'est pour ça que je te le demande. » Il aurait dû partir. Tous ses instincts hurlaient que c'était un problème qui grossirait avant de rapetisser.
Mais il revit sa main tremblante, pensa aux gens capables de filer quelqu'un avec des caméras, et prit une décision qu'il regretterait 100 fois par la suite. 3 conditions, murmura-t-il. Pas de jeu, pas de mensonge. Et au moment où je sens que je ne pourrai pas l'expliquer à ma fille, je m'en vais. Vivian hocha la tête, et pour la première fois depuis son entrée, son expression s'adoucit. Marché conclu. Ils sortirent par la porte de derrière. Silas en tête, vérifiant l'allée comme lors de ses rondes de nuit. L'homme au téléphone était passé à l'entrée principale, aux aguets. Quand il comprit, Vivian et Silas étaient déjà en taxi, direction un hôtel que Silas n'avait vu qu'en photo, le Méridien, 12 étages de verre et marbre dans le quartier des affaires, où les portiers portaient des gants blancs et le hall embaumait les lisses et la richesse. Silas franchit l'entrée et sentit tous les regards sur lui. Sa veste de travail usée, ses bottes éraflées, sa posture d'intrus. Vivian alla au comptoir avec l'aisance de qui fréquente ces lieux depuis toujours. Elle réserva 2 chambres contiguës et glissa une carte clé à Silas sans un mot. Le réceptionniste resta impassible, mais Silas perçut le jugement muet. Dans l'ascenseur, Vivian brisa le silence, « Je ne cherche pas à te mettre mal à l'aise. J'ai juste besoin que ce soir ne devienne pas une histoire que je ne contrôle pas. » Silas observa son reflet dans les portes polies. « Qui te suit ? Des gens qui veulent mon poste. Qui pensent qu'il est plus facile de me virer que de me convaincre. Et tu as cru qu'un type de bar miteux t'aiderait avec ça ? J'ai pensé qu'un type de bar miteux n'aurait aucune raison de mentir sur ce qui s'est passé ou pas ce soir. » Les chambres, au 8e étage, communiquaient par une porte intérieure que Vivian déverrouilla de son côté. Elle la laissa ouverte sans franchir le seuil. Silas posa sa veste sur une chaise et s'approcha de la fenêtre. De là-haut, la ville semblait différente, plus propre, plus ordonnée, comme si la pauvreté n'existait que dans les quartiers invisibles. « Tu as une famille, dit Vivian. Ce n'était pas une question. Une fille. Ivy. 7 ans. Sa mère est partie. Le mot plana, lourd, définitif. Vivian n'insista pas. Elle s'assit au bord du lit, sa carapace de PDG se fissurant juste assez pour révéler l'épuisement. On me force à signer quelque chose qui va détruire beaucoup de vies, murmura-t-elle. Et si je refuse, on me vire et quelqu'un de pire prend ma place. Dans tous les cas, je perds. Silas se tourna de la fenêtre. De quoi as-tu le plus peur ? La question la désarçonna. Long silence, puis, d'être transformé en risée. En la PDG qui n'a pas tenu le coup. Et que personne ne me croit quand je dirai la vérité. C'était la chose la plus honnête qu'il eût entendue depuis des mois. Ils parlèrent jusqu'après 2 heures du matin, non de business ou de stratégie, mais du poids spécifique d'être responsable des avenirs d'autrui. Vivian évoqua la fusion, la déception de son père. Silas parla d'Ivy, des formulaires scolaires qu'il ne pouvait payer, de l'impuissance d'un père privé du meilleur pour sa fille. À un moment, la respiration de Vivian s'accéléra aux crises de panique. Silas l'avait vue sur des chantiers, chez des collègues après un accident. Il ne la toucha pas. Ouvrit la fenêtre, apporta de l'eau, parla d'une voix calme, celle des nuits d'Ivy hantées par les cauchemars, inspire 4 secondes, retient 4, expire 4. 10 minutes plus tard, Vivian respirait normalement. Ses yeux rougis mais clairs, elle murmura « Merci ». Silas hocha la tête. À 2h30, il passa dans sa chambre, s'allongea tout habillé sur le dessus de lit, fixant le plafond. Il pensa appeler la babysitter pour Ivy, mais renonça. Il pensa à ce qu'il dirait si on l'interrogeait. Et au regard de Vivian quand elle avait demandé son aide, celui de quelqu'un à court de confiance. À 7h, Silas quitta l'hôtel par l'entrée principale, visible des caméras, seul. Il prit le métro vers son quartier, récupéra Ivy chez la nounou et tenta de reprendre sa vie normale. Il crut que c'était fini. Erreur. Le chantier où Silas devait travailler se trouvait dans le quartier des affaires, un nouveau complexe de bureaux sur l'emplacement d'un ancien entrepôt. Il arriva à 7h30, déjeuner prêt, outils en main. L'équipe installait le matériel quand une file de voitures noires s'arrêta près de la remorque de chantier. Puis il la vit, Vivian descendit du véhicule de tête, entouré d'assistants et de gardes du corps. Expression composée, distante aux son armure remise. C'était son projet, sa société. Leurs regards se croisèrent à 50 mètres. Silas vit l'étincelle de reconnaissance, le raidissement, puis elle détourna les yeux délibérément. Cela le frappa comme une gifle.
Il comprit la raison, elle ne pouvait pas l'admettre ici, devant son équipe, avec le récit à contrôler. Mais la logique ne guérissait pas la blessure. Quelques heures plus tôt, ils étaient deux humains s'entraident. Au grand jour, ils redevenaient suyaux et ouvriers, séparés par un abîme. Silas baissa la tête et travailla. À midi, les photos circulaient déjà. Quelqu'un avait capturé Vivian entrant au Méridien tard la nuit. Édité, recadré pour vendre le scandale. Les tabloïds titraient « La nuit mystérieuse de la PDG Caldwell au luxueux hôtel ». Pas de Silas sur les clichés. L'insinuation suffisait point à 13 heures, Otis Grant, le contremaître quinquagénaire au visage impénétrable, appela Silas dans la remorque. « Monroe, t'es viré. » Silas cligna des yeux. « Quoi ? » ?»« Retard la semaine dernière. »« Violation de sécurité. » 3 minutes un jour à cause du métro en panne, et 0 violation avant. Grant poussa un formulaire déjà rempli. « Tes services ne sont plus requis. » Silas comprit, pas de retard ni sécurité. Quelqu'un l'avait balancé pour sa proximité avec la mauvaise personne. Et elle quitta le chantier à 13h30, outils en bandoulière, dignité intacte, boulot envolé. Quand il récupéra Ivy à l'école, les ragots s'étaient répandus. Les parents polis détournaient le regard. Une mère, avec qui il discutait depuis 2 ans, éloigna son fils quand Ivy s'approcha. Ce soir-là, Ivy rentra muette. Au dîner, elle poussa sa nourriture. Puis, « Papa, t'as fait un truc méchant ?» La question lui brisa la poitrine. Pourquoi tout le monde dit des choses ? Il répondit la seule vérité, parfois, les gens mentent pour se sentir puissants. Mais la vérité reste la vérité. Ivy hocha la tête, yeux inquiets. Même après-midi, Vivian fut suspendue. Réunion d'urgence du conseil, jugement et image publique en cause. Grave, proposa un congé pour « affaires personnelles ». 8 contre 3. Bernard appela, « Tu leur as tout donné. Je ne peux pas te protéger de tes choix. » Vivian hurla intérieurement son innocence, le coup monté paraît, mais son père avait tranché. Détail importait peu, scandale primait. Seule dans son Penthouse, face à la ville, elle mesura son isolement. Équipe silencieuse, père pro-entreprise, même Hélène réaffectée. Silas et Vivian vivaient leurs enfers respectifs, liés par un désastre partagé, séparés par la vie. Silas ne pouvait la contacter, Vivian non plus. Tout empirerait. Il souffrait seul, portant un mensonge indémolissable. Pour Silas, pire que le job perdu, Ivy s'effaçant, se faisant petite face à un monde hostile. Pour Vivian, pire que la suspension, vide relationnel, lien conditionné au pouvoir évanoui. 3 jours plus tard, Hélène frappa à la porte de Vivian, flash drive en main. « Je risque mon poste, mais tu mérites la vérité. » Les fichiers étaient accablants, email de éourdissant avec le conseil des mois avant l'hôtel, transactions suspectes, et, enfoui dans des archives, un nom glaçant, Silas Monroe. 8 ans plus tôt, impliqué dans un projet d'ingénierie sur des systèmes électriques de sécurité industrielle. Innovant, révolutionnaire, puis étouffé. Propriété intellectuelle transférée à une filiale liée à ingénieur payé ou éjecté. Nom de Silas sur les brevets initiaux, un autre sur les dépôts finaux. Vivian fixe à l'écran, esprit en feu. Ce n'était pas seulement la fusion. Un schéma. Et avait